2, test. Ta grand-mère le kraken? Allô? Ça marche ce truc? On dirait. Bonjour tout le monde, moi c'est J et vous écoutez Radio Résistance. Bon, je ne vous cache pas que la résistance tourne un peu au ralenti aujourd'hui. Bah oui, tout le monde autour de moi est mort, les corbeaux mangent les yeux des cadavres encore frais, les géants se baladent, les chimères et les harpies survolent le ciel à la recherche de zombies plus très frais ou d'un petit animateur radio, c'est moi ça, qui se risquerait hors de sa caravane, ce qui n'est pas près d'arriver. Et ce n'est pas parce qu'il ne reste plus personne après l'apocalypse pour m'écouter que ça va m'empêcher de faire le point. Après tout, que serait le monde sans moi? Non mais, je le pense vraiment, hein. Je suis peut-être l'un des derniers êtres humains encore en vie après tout. Bref, avant d'aborder le sujet principal du jour, à savoir moi, je me suis dit qu'il faudrait peut-être faire un petit point sur la situation. Et là, je sais ce que vous vous dites. Mais enfin, J, pas besoin de faire le point sur la situation. Des créatures étranges arrivent de partout, des magiciens sont sortis de l'ombre et ont tenté de reprendre les choses en main, mais ils ont lamentablement échoué. C'est la fin du monde. Tout à fait, cher ami. Mais permettez-moi tout de même de préciser la situation, parce que ce n'est pas la fin du monde, ou l'apocalypse, ni le retour de Cthulhu, ni même l'ascension du spaghetti géant, ou la prise de contrôle du monde par les sorts de la télé-réalité, venus récupérer ce qu'il restait de matière grise à notre jeunesse. Non, non, c'est la convergence. La convergence, J? Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce que nous allons demander à André, éminent membre de la Guilde des Mages, organisation qui, d'après ses dires, veille sur le monde depuis des millénaires. Vous me prierez cependant de m'excuser. Oui, André ayant perdu un peu de son sang, et les os de son bras, et d'une jambe, et quelques côtes, et aussi une partie de son cerveau, lors de la dernière attaque de notre camp par une bande de centaures, il ne peut plus vraiment parler, et c'est pourquoi je vais devoir faire quelques doublages pour notre ami. Alors André, qu'en est-il de la convergence? Eh bien, mon cher J, il se trouve que la convergence n'est qu'un retour au naturel des choses. Un retour au naturel? Mais pourquoi donc, mon cher André? Eh bien, J, vois-tu, il y a quelques siècles de cela, après la purge des mages menée sous couvert de dragonnade en France, sous le règne de Louis XIV, la Guilde des Mages a décidé que c'en était trop et qu'il était temps pour la partie de la population initiée à l'art de la magie de disparaître. Disparaître? Comme c'est intéressant. Et comment avez-vous fait cela? Eh bien, mon cher J, l'exode s'est fait en plusieurs fois. Pour commencer, les peuples de la Fae se sont réfugiés dans la cité interdite de Mige, sur la face cachée de la lune, occultée par un sort extrêmement puissant. Il s'agit d'ailleurs de l'un des seuls peuples dont nous n'avons toujours pas de nouvelles depuis la convergence. Après quoi, c'est à l'époque de l'Empire romain qu'a été créé ce que nous appelons le monde occulte, ou monde magique. Un monde magique? Comment cela? Eh bien, J, tout a commencé à ce moment où la magie est devenue impie pour les Romains, qui ont commencé à vénérer un dieu unique qui n'aurait su tolérer l'existence d'une force capable de plier ses lois. Même avant cela, nous savons que l'Empire romain avait une sacrée aversion pour toutes les créatures magiques des pays qu'il conquérait, et qu'ils les ont, pour la plupart, totalement exterminées. Mais je m'égare. Tout à fait, mon cher André, mais nous ne vous en voulons pas. Après tout, il n'y a plus de sang pour irriguer votre petit cerveau, et je n'ai pas encore eu le courage de vous enterrer avec tout ce qu'il y a dehors. Mais il va bientôt falloir que je m'y résolve. Ça commence à puer ici. Enfin, tout ça pour dire que non, nous ne vous en voulons pas. Merci, J, vous êtes un jeune garçon très conciliant. Et pour recentrer, au moment de l'Empire romain, c'est la faune qu'on peut qualifier de magique qui a été exterminée du monde mortel. C'est pourquoi, dans le but de préserver un maximum de ces espèces, nous les avons introduites dans des terres non connues des humains non mages, telles que l'archipel de l'Atlantide, les îles des Bermudes, l'île d'Avalon ou encore la cité de Babylone. Cité que nous avons ensuite caché avec des sortilèges semblables à ceux qu'ont utilisés les Fae. Et à chaque purge magique durant le Moyen-Âge, la Renaissance ou l'époque moderne, un peu plus de nos mages quittaient le monde des humains. Nous, la Guilde des Mages, sommes juste restés en retrait pour intégrer à notre population les cas de mages spontanés naissant parmi des non-mages. Je vois, c'est un peu comme recevoir une lettre de Poudlard, mais en un peu moins romantique. Tout à fait, mon cher J, que vous êtes drôle, j'adore ce que vous faites. Je déconne, il a pas vraiment dit ça. Mais enfin, mon cher André, dites-moi plutôt quel est le rapport entre tout ceci et la convergence. Eh bien, mon cher J, il se trouve que nous avons, pour ainsi dire, causé ces événements sans le vouloir. Parce que les sortilèges qui cachent nos terres, c'est-à-dire le monde magique, ainsi que
Pandémonium, la lune dorée que vous voyez dans le ciel aux côtés des trois autres, coûtait beaucoup de puissance au courant énergétique tellurique de la Terre. Nous pensions être dans le raisonnable, mais nous n'avions pas pris en compte l'existence des deux lunes rouges et bleues dans le ciel, Elysium et Styx. Voyez-vous, nous croyions qu'il ne s'agissait là que de légendes, car ces deux lunes censées être cachées étaient, soi-disant, la demeure des anges et des démons. Enfin, des déchus pour être précis. Mais elles existent bel et bien et consommaient autant d'énergie que nous pour se cacher du monde. Vous êtes en train de dire, en somme, que vous avez demandé à la Terre plus d'énergie magique qu'elle ne pouvait en fournir? Exact, mon cher J. Et le résultat, c'est que la Terre a réagi très différemment de ce que nous pensions. Elle ne s'est pas épuisée, au contraire, elle a puisé dans le cosmos alentour plus d'énergie et s'en est servie pour surcharger tous les sortilèges qui puisaient dans ses réserves. Et cela a eu pour effet secondaire, je veux dire, en plus de nous dévoiler au monde, de surcharger en magie les terres mortelles, ce qui est responsable de l'arrivée des créatures magiques sur vos terres, y compris les dévoreurs. Enfin, les zombies pour parler votre langue. Ah oui? Comment cela? Eh bien, les créatures à l'intelligence animale réagissent d'instinct. Les créatures magiques d'apparence animale ont suivi ces nouveaux courants magiques, certaines comme les élémentaires parce qu'ils sont l'expression de la magie, certaines se nourrissent de magie comme les chimères, d'autres se nourrissent des créatures qui se nourrissent de la magie comme les hydres. Et pour les créatures intelligentes comme les centaures, ils ont juste suivi le mouvement par curiosité. Donc, si je comprends bien, ce qui se passe n'a rien à voir avec la fin du monde ou le retour d'une divinité. C'est juste la conséquence logique des règles d'une science nommée la magie. Parfaitement. La plupart des choses qui se passent sont parfaitement explicables et n'auraient probablement pas entraîné l'extinction de l'humanité et on plongeons tout droit dans le boulevard de la solitude si les populations avaient reçu une explication plus tôt et si nous n'avions pas été aussi incompétents. J'aurais pas dit mieux, mon cher André. Allez, c'est bon. Comme l'a dit Leon Scott Kennedy, hasta luego. Mais non, il n'est pas mort, mes chers auditeurs. Il se repose. Promis. Parole de scout. Enfin, j'ai jamais été scout, mais vous avez ma parole. On fait une petite pause pour s'écouter. Putain, le mec qui a vécu ici devait être un sacré altermondialiste. Il y a quasiment aucun groupe connu et Oasis, c'est pas trop mon truc. Bon, on va s'écouter Antigone Project. Un petit groupe d'on ne sait où qui va jouer on ne sait quoi. Ouais. Avant de placer le vinyle sur la platine, je tiens tout de même à remercier nos sponsors, Déprime Incorporation, Solitude Entertainment et Angoisse Studio, le trio qui fait bobo à votre cerveau. You will be assisted shortly. Thank you. The
Antigone Project, que vous pouvez retrouver sur l'album Stellar Machine. Et dire que tout ce temps j'étais fan de Muse, alors qu'il existait la même chose en mieux et en pur produit local. Parce que oui, le petit flyer accroché au vinyle précise que ce groupe est parisien. Alors il se peut que la tête pensante de ce projet soit là, dehors, là-bas vos lèvres, la bouche pleine de chair, prête à vous dévorer. Alors mesdames, si vous cherchez une façon classe de mourir, eh bien n'oubliez pas que vous pouvez choisir de nourrir un dévoreur qui a été un génie de la musique dans son autre vie. En tout cas, cela ferait de vous la groupie la plus extrême de tous les temps. Ceci étant dit, passons à la suite. Le plus important, moi. Vous vous demandez sans doute comment votre humble serviteur s'est retrouvé à émettre dans cette boîte de conserve pour un public probablement inexistant. Et si vous ne vous le demandez pas ? Eh bien, allez vous faire foutre! C'est ma radio, c'est moi qui l'ai volée, c'est moi qui décide! Bref, au moment de la convergence, je venais d'entrer en 2e année de lettres, figurez-vous. Et alors que j'étais occupé à sécher les cours, baiser ou encore ne pas lire les œuvres au programme, parce que les résumés sur internet ça existe, ma petite amie s'est réveillée un matin avec une sérieuse envie de me bouffer. Et cette fois, ce n'était pas juste une métaphore, parce que vous l'auriez connu de son vivant, disons que la gourmandise c'était... bref... Alors que ma petite amie végane de son vivant d'ailleurs, comble de l'ironie vous en conviendrez, essayait de me dévorer tout cru, et qu'après avoir tout essayé pour la ramener à la raison, j'ai dû me résoudre à éclater son occiput contre un lavabo, ce qui m'a immédiatement disqualifié pour une run pacifiste sur Undertale, en plus d'ouvrir le bal de ma déchéance. Alors que tout ceci m'arrivait donc, j'ai couru me réfugier chez mes parents, pour me rendre compte qu'ils avaient choisi de déménager il y a des mois sans m'en rendre compte. Oui, il faut dire que papa et maman étaient tous les deux médecins, et m'avaient déjà à moitié renié quand j'ai été en L, et puis ont décidé d'oublier mon existence quand j'ai choisi de me destiner aux études de lettres. Je me demande dans quel pays ils ont décidé de crever. Bref, je me suis donc retrouvé seul, dans une région lilloise en plein chaos, et ai été, fort heureusement pour vous, chers auditeurs, recueilli par une bande de survivants dirigée par une coalition de flics et de militaires, qui ont été assez sympas avec nous. Ils ont même pris la peine de nourrir les zombies pour nous donner le temps de fuir vers la fin. Ah, merci les gars, vous avez géré jusqu'au bout. Et alors qu'un an déjà s'était écoulé depuis le début des problèmes, et que j'ai troqué l'île contre la Bretagne, et que nous avions acquis la certitude absolue que l'État français que nous avions en horreur n'allait pas ramener l'équilibre dans la force et dans tout ce merdier, ce qui est bien dommage parce qu'à ce stade une dictature serait la bienvenue, c'est alors, à ce moment, que pas mal d'entre nous ont commencé à devenir fous. Bon, d'accord, pour beaucoup de mes compagnons d'infortune, c'était à force de voir de la viande froide à tous les repas, ou à cause de diverses créatures dont nous ne connaissions pas vraiment les pouvoirs, ce qui fait que les rangs des survivants se sont clairement éclaircis. Et c'est là seulement que la guilde est apparue, dans ce qu'elle a appelé les terres mortes, pour essayer de guider les survivants vers la lumière des abris que nous n'avons pour la plupart jamais vus, même en peinture. Pourquoi ? Parce que d'après ce que j'ai vu, la guilde tenait tellement peu à nous récupérer qu'elle a envoyé des mages du genre d'André nous chercher, des gamins qui se baladaient avec une sacoche pleine de livres pour compenser leur absence de couilles. Enfin, merci à lui. Grâce à la putain de bibliothèque ambulante qu'il portait avec lui, j'ai de la lecture en réserve et la capacité d'enfin comprendre ce qui se passe. Bah oui, vous croyez vraiment qu'il m'a expliqué ce que j'ai découvert de son vivant ? Eh non, perdu. J'ai juste survolé ce qu'il a laissé derrière lui. Ne vous en faites pas, il n'y aura pas de jaloux. Je vais être généreux et faire tourner les informations comme la croupe d'une vierge à une tournante. Et d'ailleurs, on va commencer pas plus tard que maintenant, avec la nouvelle rubrique nommée « Mais comment on lui casse la gueule ?» consacrée ce soir au dévoreur. Mais d'abord, c'est l'heure de notre pause musicale avec Endless Dive. Je sais pas du tout ce que c'est, mais la pochette avait l'air cool.
avait des goûts musicaux incroyables. Mais peu importe, nous verrons cela tout à l'heure. Il est donc temps, je suis J, vous écoutez Radio Résistance, et c'est l'heure de « Mais comment on lui casse la gueule ?» Aujourd'hui, les dévoreurs, aussi appelés zombies, rôdeurs, maraudeurs, et même surnommés gourmets par certaines personnes que j'ai croisées. Sûrement des fans de Tokyo Ghoul. Bref, ils ressemblent à des zombies tout droit sortis d'un film de George Romero ou d'un jeu Capcom. Oui, je sais, je cite beaucoup d'œuvres différentes, mais je fais avec votre culture. C'est pas parce que vous êtes tous probablement déjà morts que je ne dois pas au moins essayer de vous expliquer à titre posthume en trouvant les bonnes références culturelles. Bref, ce sont des zombies quoi. Ça avance lentement, c'est à moitié décomposé, ça a des dents pointues et pourries, et surtout une folle envie de les utiliser. En revanche, qu'on se le dise, leur morsure n'est pas mortelle. Enfin, si, elle peut l'être, je veux dire... Inutile de vous dire que la mâchoire d'un dévoreur est un bouillon de culture à faire passer Ebola et le VIH réunis pour un rhume des foins. Mais concrètement, la morsure d'un dévoreur, si elle est désaffectée comme il se doit, ou si le mordu se fait administrer une dose de pénicilline dans la journée, ne provoquera rien d'autre que des douleurs passagères. Et surtout ne vous transformera pas en dévoreur. Alors ceci est un message pour tous les imbéciles qui ont déjà collé une balle dans la tête de mordus ou amputé leurs membres à vif dans le but d'empêcher la transformation. C'est inutile. Si vous voyez un mordu, le mieux que vous puissiez lui offrir, c'est une tasse de café et un pansement antiseptique, parce qu'il n'est pas en danger de mort imminente, ni de transformation en dévoreur. Merci bien. Et donc, que faut-il faire pour se débarrasser d'un dévoreur ? Eh bien, pour le mettre hors jeu, temporairement, rien d'insurmontable. Procurez-vous une arme contendante ou une arme à feu, et faites tout pour endommager sa cervelle, ou ce qu'il en reste. Couper la tête avec une arme tranchante rendra le corps inoffensif. Mais la tête, elle, restera active. Alors attention, vous pourriez être à 2 doigts de la victoire, mais y laisser des doigts, si vous ne faites pas attention. Ce jeu de mots était vraiment pourri, non ? Ah, après tout, plus personne ne me jugera sur mon humour maintenant. Mais je m'égare, parce qu'une fois le cerveau séparé du corps, ou endommagé, ce ne sera pas fini. Voyez-vous, les dévoreurs sont capables de se régénérer, lentement, délicatement, et même des mois après leur mort, peuvent ressusciter. Donc, une fois le dévoreur à terre, il faut rassembler ses restes et tout brûler, au moins jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de son cerveau. Et là seulement, c'en sera fini de lui, pour de bon. Au passage, notez que la procédure est salutaire d'un point de vue sanitaire. Eh, ça ferait un bon slogan ça, brûler les dévoreurs, salutaire et sanitaire. Parce qu'un cadavre en décomposition permanente se régénérant grâce aux chairs qu'il mange, ce n'est pas très hygiénique, quelle surprise. Ça vaut quand le dévoreur est seul et que le tuer bruyamment n'est pas un problème. Mais que faire quand vous ne pouvez pas faire de bruit, ou quand le dévoreur n'est pas seul ? Pourquoi ne pourriez-vous pas faire de bruit ? Parce que les dévoreurs sont un peu comme les SJW. Dès qu'ils entendent quelque chose qui ne leur plaît pas, ils vont vérifier si ce n'est pas de l'humour oppressif. Et comme les SJW, ils ont une notion d'oppression assez large, qui comprend le fait de tuer un de leurs potes, bizarrement. Ce qui fait que, comme pour un SJW, votre petit commentaire Twitter, aussi tranchant soit-il, va attirer une cohorte de zombies en transe, si vous n'êtes pas suffisamment discret. Et comment être discret ? Munissez-vous d'un surin, d'un poignard ou d'un couteau de plongée, et enfoncez la lame tout droit dans son cerveau, avec toute la brutalité possible. Vous devez être aussi subtil et fin que si vous faisiez une blague miso devant une féministe. J'avais parlé de discrétion ? Oui. Seulement, nos amis les gourmets ne sont programmés que pour réagir à certains bruits. Les cris humains, les pleurs et quelques autres, y compris les gémissements de leur père, qu'ils peuvent entendre à des kilomètres. Oui, vous savez, ce gémissement insupportable qu'ils poussent quand ils ont repéré une proie. Eh bien, un zombie peut l'entendre de très loin. Et c'est pour ça que dès que l'un de vous a repéré, il y en a toujours d'autres qui arrivent. Voilà pourquoi, si vous voulez en tuer un, tout en sachant qu'il n'est pas seul, l'important est de ne pas le laisser crier. Et s'il crie, alors vous pouvez commencer à partir à petite foulée. Oui, inutile de piquer un sprint. Les zombies n'accéléreront pas, mais ils ne vous perdront jamais de vue.
Ils peuvent entendre vos pas de très loin une fois qu'ils vous ont repéré. Des centaines de mètres, voire des kilomètres. Alors privilégiez l'endurance plutôt que la distance. L'important est de gagner du temps, parce qu'un zombie a une capacité de concentration égale à celle d'un lolcat autiste sous cocaïne. Dès qu'il verra une autre proie, ou une carcasse, ou un cadavre encore frais sur le chemin, il vous lâchera. J'espère que mes auditeurs inexistants ont trouvé ce petit cours utile. J'ajouterai une dernière chose avant de rendre l'antenne pour aujourd'hui. Les zombies ne sont pas aveugles. Ils ont une vision périphérique quasi nulle et sont complètement myopes, mais ils ne sont pas aveugles. En revanche, ils n'y voient rien dans le noir. S'ils vous prenaient l'envie pour des raisons mystérieuses de traverser ou de nettoyer une zone pleine de zombies, le faire de nuit augmenterait vos chances de survivre. Ces saloperies étant totalement aveugles de nuit. Voilà. N'oubliez pas de laisser une pomme sur mon bureau avant de partir. Et si vous êtes une fille à forte poitrine, j'aurai à vous parler après les cours. Ceci étant, nous allons nous laisser pour ce soir en compagnie de l'Itakira. Jolie poupée d'ailleurs. Ce que je n'aurais pas pour revoir un jupon. Mais je m'égare. Je vous laisse en compagnie de l'Itakira et de sa chambre noire. C'était J pour Radio Résistance, la première, dernière et unique radio des terres mortes. Allez, bisous, et si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Je me suis réveillée dans une chambre noire, comme après un cauchemar. J'ai ouvert les volets sans avoir bien compris où j'étais et qui m'avait amené jusqu'ici. Je me suis réveillée, j'ai entendu du bruit dans la chambre à côté, ça rigole et ça crie. Ça y est, je me souviens, je dormais dans le train jusqu'au moment où les flammes ont mélangé et le bien et le mal. Moi qui avais trouvé mon refuge en ces dieux, j'implore et je vénère les mains du pyromane. J'implore et je vénère ses mains. J'ai fermé les volets et j'ai ouvert